Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir ce matin pour le 31e Petit Déj Pro. Donc je suis Maxime Lehoux, dirigeant de l'entreprise ITP Emploi et Recrutement basée à Montlouis-sur-Loire et président de l'association ERET, Entreprendre et Réussir dans l'Est Touraine, groupement de plus de 70 entreprises sur Touraine-Est-Vallée, représentant plus de 3000 salariés et plus de 600 millions de chiffre d'affaires. L'objectif de l'association est de fédérer les entreprises, de faciliter les échanges entre nos adhérents, de créer un réseau d'entraide et d'être un interlocuteur direct avec toutes les institutions économiques du territoire pour agir en faveur du développement de nos entreprises et de nos zones d'activité. Donc on est ici présents, réunis tous les premiers vendredis du mois au Rubixco à Montlouis-sur-Loire. Habituellement, je présente avec Soufiane Kachla, le directeur du Rubixco. Et pour nous aider, on a Laurine Carolico, pardon, qui est notre office manager. Donc on vous propose comme thématique de faire intervenir des experts de gestion d'entreprise. Toutes les thématiques sont abordées, la RH, la communication, la gestion, la stratégie, l'équilibre du chef d'entreprise, le développement commercial, le juridique. Et ce matin, à l'ordre du jour, une thématique juridique, les obligations juridiques de toute société. Donc on a le plaisir de recevoir deux experts en la matière, donc Marion Groando-Neveu et Damien de Talminil, voilà, tous les deux avocats en droit des sociétés et représentant le cabinet Fidal basé à Tours. Pour le format, un format donc présentiel, ici au Rubixco, également en Facebook Live, 9h, 10h. On aura l'occasion d'interagir avec Marion et Damien pour poser toutes les questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir des clés en la matière sur cette thématique. Donc, on sera là pour relayer vos commentaires également sur Facebook. Voilà, moi j'ai à peu près présenté. Je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on est à votre disposition. En tout cas, je vous souhaite une très belle matinale et on démarre. C'est parti. Marion, bonjour. On est très contents d'être là déjà et on va commencer par se présenter un petit peu notre cabinet. Ça me paraissait essentiel avant de vous délivrer un message. Du coup, on représente le cabinet Fidal, qui est un cabinet d'avocats français. On a 90 bureaux en France, on est implanté en région. C'est quand même l'ADN du cabinet et on travaille aussi à l'international. Même si on n'y est pas implanté, on a des partenaires à l'international. On est un cabinet multimatière au service du dirigeant d'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, on a vraiment défini l'ADN du cabinet. Multimatière, ça veut dire fiscal, social, société, droit économique. On n'est pas des généralistes, on est vraiment tous dans notre matière et à Tours par exemple on est tous sur le même couloir, on est 9 et on communique entre nous et dès que ça sort de notre champ de compétences, il y a un interlocuteur direct. Un autre confrère. Très bien. Nos clients principalement les TPE, les PME, basés en Touraine principalement. On a aussi des sociétés cotées mais c'est vraiment beaucoup plus marginal et voilà. C'est varié après dans les secteurs d'intervention de nos clients, il y a vraiment de tout. Et nous, plus personnellement, moi je fais du droit des sociétés, spécialisé rachat, cession d'entreprise, rachat de fonds de commerce, un peu de droit au bail et ensuite le récurrent, c'est le suivi juridique quotidien de la société et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire quand on a une société. Et Damien, moi je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, donc Damien Detamil, moi j'interviens, je fais partie du département droit économique. Je travaille sur tous les sujets qui sont liés au contrat, propriété intellectuelle et puis nouvelles technologies. Donc dépôt de marque, dépôt de dessin et modèle, droit d'auteur, brevets, contrats commerciaux dans leur globalité et nouvelles technologies, ça va être rédiger des contrats pour une plateforme internet, les sujets RGPD. Donc tout ce qui est lié à l'activité économique en tant que telle de l'entreprise. Et ça, c'est typiquement le genre de matière où on est complémentaire, par exemple pour les startups. Typiquement, quand on intervient en startup, on y va. Voilà, on peut avancer juste c'est parti. en slide. En slide.
Ah, il y a un petit bug. Non, mais c'est pas grave. Donc, quand j'ai réfléchi à vous faire cette présentation, je me suis intéressée quand même au public qu'on allait avoir. Et du coup, je vais vous demander, est-ce que vous avez des SARL, des SAS, non, pour la plupart? Vous avez structuré, il y a d'autres formes sociales? Je pense pas. En fait, EURL. Alors ça, c'est intéressant, la remarque. La URL. IRL, ouais. Pardon. Ce type de structure, je ne vais pas parler des auto-entrepreneurs. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Moi, je travaille vraiment en droit des sociétés, donc il faut une immatriculation au RCS et une personnalité morale. Je ne vous parlerai pas des sociétés anonymes, parce que pour moi, c'est des structures déjà qu'on rencontre quasiment plus et qui ne sont pas adaptées. Et je ne vous parlerai pas non plus des SNC, des sociétés en commandite par action, c'est beaucoup plus marginal. Donc j'ai recentré mon propos sur les formes qu'on voit le plus souvent. Là, de toute façon, le tissu, ce sont des indépendants ou des entreprises TPE, PME. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit. Après, j'ai réfléchi avec deux autres axes. Le regard d'auditeur, parce que moi je fais de l'audit de société, et donc je regarde toujours les mêmes choses quand j'audite une société. Et c'est ça que n'importe qui va vérifier. Quelqu'un de l'administration, quelqu'un probablement des URSSAF, même s'il y aura plutôt le regard avocat, auditeur, de droit social. Donc j'ai pris ce biais-là et aussi celui des obligations auxquelles sont attachés un risque, et plus particulièrement un risque pénal ou financier. Parce que s'il y a une obligation et qu'il n'y a pas de sanction attachée, je ne vais pas vous dire qu'il est extrêmement important de la respecter. Enfin, c'est naturel, plus il y a de risques, plus il faut se mettre en conformité. Donc, cela étant dit... Juste une petite question. Allez. Vous ne faites pas des sociétés anonymes, mais la SAS c'est une société anonyme? Non. Non, en fait, la société anonyme, c'est vraiment une forme, c'est une société par action. Dans les sociétés par action, il y a les sociétés anonymes et les SAS. Mais la société anonyme, en fait, elle a un cadre juridique beaucoup plus fort. Et historiquement, on la retrouvait pour les sociétés qui envisageaient un jour d'être cotées. Aujourd'hui, c'est plus que ces gens-là qui font de la société anonyme. Et moi, ce que je préconise même, c'est de partir en SAS. Et le jour où ils ont un besoin de se transformer, ils le font. Parce que le régime juridique est quand même beaucoup plus lourd. Pour en suivre une ou deux, c'est plus contraignant. Mais on est anonyme dans une SAS. Ça, j'en parlerai plus tard. Donc trois grandes choses qu'il faut respecter impérativement quand on a une société. Le rendez-vous annuel, les comptes annuels, la déclaration du bénéficiaire effectif et la tenue des registres. La dernière est plus anecdotique, mais néanmoins importante. Ça, c'est trois choses qu'on regarde toujours quand on audite. Donc la première, qui va être le gros de mon développement, c'est l'établissement des comptes, l'établissement du rapport de gestion, l'approbation des comptes et le dépôt. Ça, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous annuel. Parfois, c'est le rendez-vous où on voit nos clients, c'est pour parler de ça, parce que c'est l'incontournable. Donc qui y est soumis? Toutes les sociétés commerciales. Toutes les sociétés commerciales, donc vous êtes concernés si vous êtes, peu importe la forme, SA, SARL, SAS, SNC. Vous avez l'obligation d'établir des comptes sociaux, ça c'est l'aspect comptable. L'obligation d'établir un rapport de gestion, là c'est plus juridique. Ensuite, faire statuer les associés, l'assemblée générale, et le dépôt des comptes, ce qui est plus la publicité légale. Je crois que j'ai pris... Non. Alors là, je vous demanderai 2 minutes de regarder les chiffres et de savoir un petit peu où vous vous situez. Parce que dans tout ce que je vais raconter, il y a les obligations qui s'appliquent à tout le monde, mais il y a toujours des exceptions. En droit, il y a toujours des exceptions. Et il y a des régimes allégés pour certains régimes. Donc prenez 2 minutes, regardez si vos sociétés passent 2 seuils sur 3, c'est ça les critères. Si vous passez 2 seuils de la micro-entreprise, regardez les seuils de la petite, et vous serez alors peut-être en moyenne si vous dépassez à nouveau. Et ensuite, on n'a pas de nom pour la 4e catégorie, on va les appeler les entreprises quand même plutôt de grande taille, et elles n'ont évidemment plus d'exemption, plus de facilité, c'est toutes les règles qui s'appliquent à elles. Donc voilà, gardez bien ça en tête parce que c'est des notions qui vont revenir tout le long de la présentation. Donc ça, je l'ai déjà dit, voilà les 4 étapes de l'approbation des comptes. L'étape comptable, les étapes juridiques et la publicité. On va les détailler un petit peu. Donc la première étape, celle pour laquelle, je vais le dire clairement, je ne vous assisterai pas, c'est l'étape comptable. Je ne sais pas faire un bilan, un compte des résultats, ni une annexe. Néanmoins, c'est des documents que je sais lire, qu'on récupère. En fait, pour nous, l'avocat, ça démarre à ce moment-là, quand le client nous transmet
il est quand même utile de savoir que selon la taille de votre entreprise, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir tout le package. On voit pour les micro-entreprises, il n'y a pas besoin d'avoir d'annexe. Pour les petites entreprises, on peut avoir une présentation simplifiée globale. Ça, c'est quelque chose à voir avec votre expert comptable. Et si jamais c'est vous qui dressez vos bilans et vos comptes de résultats, sachez-le parce que peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous faites actuellement. Voilà. Très bien. Ça, c'était pour la partie comptable. Une fois que vous avez tous vos documents, on passe au juridique. Donc, le rapport de gestion. Alors, le rapport de gestion, ça, il va être préparé soit par l'expert comptable, soit par vous, et d'ailleurs, de toute façon, en coopération avec vous, soit par l'avocat. Et son contenu, il est extrêmement normé. C'est un document où on ne peut pas prendre de liberté. Ça, ce que j'ai essayé de représenter ici sur la slide, c'est les mentions obligatoires. S'il n'y a pas tous ces points-là, il n'est pas complet, il n'est pas valable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas simplement un document administratif. Le but du rapport de gestion, c'est d'informer les associés. Je vais prendre un exemple. Dans une petite société, vous êtes souvent associé et actif dans la société. Donc vous savez ce qui s'y passe. Typiquement, un boulanger, il sait très bien, il connaît toutes les étapes de la conception, de l'achat des matières, et il sait ce qui se passe. Il n'a pas vraiment besoin d'être informé sur l'activité de sa société. Par contre, si on va dans un grand groupe comme Total, les associés, ils ne sont certainement pas sur le site de forage. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc ce document-là, il a pour but d'expliciter avec des mots les chiffres qui sont présentés dans les bilans et les comptes de résultats. Parce que c'est pas forcément un document compréhensible par tout le monde. Donc, une fois qu'on a dit ça, les grandes étapes, c'est présenter la situation de la société pendant l'exercice écoulé. Donc, si je vous faisais le rapport de gestion de la boulangerie de Montbrouille-sur-Loire, ça donnerait quelque chose comme cette année, l'exercice a été particulièrement bon, on a noté que les gens avaient repris goût aux événements de famille, on a vendu beaucoup plus de gâteaux, on a perdu un concurrent dans la rue, c'est quelque chose de très favorable à notre activité, on a réussi à recruter 2 personnes. Après, je vais dire quelque chose que tout le monde me dit, mais c'est extrêmement difficile de trouver des salariés compétents. C'est un axe de développement de la société et on envisage des investissements, de refaire la façade. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on retrouve au début d'un rapport de gestion. Ensuite, on parle de l'évolution prévisible, des risques et incertitudes. Là, depuis 3 ans, on écrit beaucoup de choses sur le Covid, on va pas vous cacher. Les événements importants survenus depuis la date de clôture. Ça, c'est une raison pratique en fait. Quand on va voir les gens, on leur dit on va faire votre rapport de gestion, N-1, pas N. On raconte ce qui s'est passé dans l'exercice qui s'est clôturé. Les comptes, traditionnellement, ils se clôturent en décembre. J'ai pas une société qui est capable de m'envoyer ses comptes le 2 janvier. Ils arrivent en mars, avril, mai, juin. Début juin, la plupart, le 15 juin. On a 6 mois pour tenir l'approbation des comptes. Je reparlerai du délai juste après. Et donc il s'est passé des choses depuis la clôture. Et donc on raconte ça dans le rapport de gestion. On commence à dire le prévisionnel, comment on va démarrer l'exercice, etc. Et donc le respect du délai est important, et je sais que dans les cabinets d'expertise comptable aussi, c'est un vrai sujet, le recrutement de nouveaux talents, oui. Et du coup le délai peut... Et alors eux, ils ont la pression au moment d'établir les comptes. Oui. C'est on les appelle ça la busy, où ils établissent les comptes, et nous juste derrière on arrive et il faut approuver les comptes. C'est une période de l'année, et en même temps, tout ça, il y a les déclarations aux impôts, là qui démarrent le 15 avril. Donc c'est le gros de la période. Ensuite, il y a d'autres mentions obligatoires qui vont probablement moins vous intéresser. Les succursales, l'information sur les filiales et participations. Donc, si vous avez une holding, il faut raconter ce qui se passe dans les filiales. Les activités en matière de R&D. J'ai pas beaucoup de sociétés qui ont, en général, on écrit néant. Le recours aux instruments financiers, alors là, je l'ai jamais vu. C'est à mon avis dans certains types de sociétés. On part peut-être sur le tissu industriel, on a peut-être un peu d'R&D. Je sais même pas. À vrai dire. C'est un sujet qui est toujours un appel au crédit impôt recherche, au crédit impôt. Alors ça on en parle. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Et enfin, rappel des dividendes au cours des 3 dernières années. Autre mention obligatoire. Après, le sujet R&D est toujours mal perçu par les entreprises. Oui. Qu'est-ce que c'est la R&D? Pour eux, c'est naturel de développer un nouveau produit. Mais est-ce que ça relève de la catégorie R&D? Oui. Pour eux, voilà. Naturellement, c'est pas un sujet qu'ils soulignent de cette manière-là. Et ils n'ont pas toujours envie d'en parler. Non, voilà. Il y a toujours cette notion de secret. Bah oui. Voilà.
Donc là, pour revenir, si on n'a pas abordé ces points-là dans le rapport de gestion, il n'est pas valable. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Alors après, c'est un document... Tout dépend aussi de la configuration de la l'entreprise. destination des associés. Donc si on est associé unique, le degré d'information normalement, c'est bon. Il faut vraiment plus y faire attention quand on a plusieurs associés et qu'il y en a qui sont impliqués dans la gestion de l'entreprise et d'autres pas. Là, vraiment, il faut pouvoir informer tout le monde de la même façon. Le document n'est pas public, il est distribué à l'ensemble des associés, mais celui-là n'est pas déposé au greffe. Il faut le garder en tête parce qu'on peut dire des choses qui sont propres à l'entreprise. Voilà, on peut se permettre de dire certaines choses. Donc la liste que je vous ai présentée, elle n'est pas forcément 100% exhaustive, c'était vraiment les très grandes rubriques, elle l'est presque. Avec cette petite point d'attention, si vous êtes en société anonyme, c'est encore pire. Le rapport est encore plus complet. Il y a un rapport qu'on appelle sur le gouvernement d'entreprise qui est attaché au rapport de gestion. Et si vous avez des sociétés qui établissent des comptes consolidés, c'est pareil. Le rapport est encore plus complet. Donc voilà, faites attention au contenu du rapport. Ça peut varier. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a certaines sociétés qui peuvent s'en dispenser. Parce que c'est quand même un document qui est un petit peu long à établir. Dispense pour les petites entreprises, sauf les holdings. Donc les holdings, c'est les sociétés qui détiennent d'autres sociétés. Qui peuvent avoir plusieurs statuts également. Oui. Et sauf pour, attention, les sociétés dont les statuts le prévoient. Et là, vous connaissez probablement pas tous vos statuts par cœur, je vous invite à aller les regarder, mais il y a de fortes chances qu'ils vous imposent un rapport de gestion. Quand bien même vous êtes sous les seuils. Donc bon, si vous êtes dans ce cas-là, tenez une assemblée générale, modifiez vos statuts et passez-vous du rapport de gestion. Mais sinon, légalement, c'est un peu le problème entre la loi qui dit que et les statuts qui disent que. Il faut respecter s'il y en a un des deux qui demande le rapport de gestion. Donc une fois qu'on a préparé ce document, on va approuver les comptes. Donc je l'ai dit, dans le délai de 6 mois, l'exemple classique, 80% de nos clients, c'est 31 décembre, 30 juin. Et ils attendent globalement tous le 30 juin pour tenir leur assemblée générale. Pour tenir cette assemblée générale, on est obligé de suivre le formalisme de la convocation de l'assemblée générale. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Principalement, allez lire vos statuts, parce qu'il y a probablement la plupart des règles qui y sont inscrites. Ne sous-estimez pas la rigueur des convocations, il faut respecter les délais, il y a des mentions obligatoires, il faut joindre les documents, pareil, le but c'est toujours le même, c'est d'informer les associés. Donc voilà. Ensuite, ne pas oublier si vous avez un CAC de le convoquer, représentant de CSE. Ça, c'est pour les structures un petit peu plus importantes, mais il ne faut pas oublier parce que c'est des intervenants qui doivent être présents. Commissaire aux comptes. Oui, commissaire aux comptes, le CAC. Et puis, un petit rappel sur la visioconférence. On y est tous très habitués maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs. Faire une assemblée générale en Teams, c'est pas forcément valable. Il faut aussi que les statuts le prévoient, il faut que les associés acceptent. Alors ça dépend de votre forme sociale. Par exemple, le cas de la société anonyme, où je disais qu'elle est beaucoup plus contraignante, un conseil d'administration d'arrêter les comptes ne peut pas se tenir en visioconférence, c'est forcément en physique. Il y avait des règles Covid qui nous permettaient de le faire, mais maintenant ça y est, c'est fini. Et les assemblées générales en visioconférence, c'est uniquement si les statuts le prévoient. Donc faites attention, surtout mettez-le en place. Parce que sur des petites structures, ça offre quand même beaucoup de flexibilité. Donc prévoyez-le dans vos statuts et puis ça peut, ouais, c'est vraiment quand même beaucoup plus. Ça facilite, oui. Et enfin, la tenue de l'assemblée générale en elle-même, pensez à respecter pareil vos règles de quorum et de majorité. Le quorum, c'est le nombre de personnes qui doivent être dans la pièce ou en visioconférence parfois pour que l'assemblée puisse valablement se tenir. Et les majorités, c'est la majorité à laquelle vos décisions doivent être prises. Donc ça c'est important aussi, sinon ça sert à rien de tenir une assemblée générale. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi à mettre tout le monde dans la même pièce? Ça c'est les petits points que j'ajouterai au rapport de gestion. Donc le rapport de gestion il a des mentions obligatoires, mais il faut aussi, lors de l'assemblée générale annuelle, penser à 2-3 petites choses. Il y a évidemment l'allocation du résultat. C'est la raison même de l'approbation des comptes. C'est on a un bénéfice ou une perte, qu'est-ce qu'on va en faire? La perte, elle va au report à nouveau. Le bénéfice, on peut soit le distribuer, soit le mettre en réserve, soit le mettre au report à nouveau. Donc c'est le moment de décider de ça. Un point de vigilance
surtout si vous êtes en perte, pensez à vérifier si vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes ce que nous on appelle dans le jargon sous-capitalisé. Et il faut prendre une décision lors de l'AG pour acter de cette situation. Ensuite, il s'offre plusieurs possibilités à vous. Le dire au greffe, qui va peut-être mettre une mention sur votre cabis. C'est une mention qui n'est pas très sexy, parce que ça veut dire que vos comptes ne sont pas au beau fixe. Donc on a des clients qui choisissent de ne pas le faire. Libre à vous. Sachez juste que normalement on est censé recapitaliser au bout de 2 ans. Ça c'est ce que dit la loi. Encore une fois, on a des clients qui soit sont pas en mesure de le faire, soit qui stratégiquement choisissent de ne pas le faire. Et après on peut avoir des risques de dissolution si un tiers demande la dissolution de la société à ce motif-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le temps de recapitaliser et d'éviter la dissolution quoi qu'il arrive. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, qui peut être dangereux, mais en pratique, j'ai jamais vu quelqu'un aller au tribunal et demander la dissolution d'une société à ce motif. Donc avoir en tête ce délai de 2 ans. Oui, qui idéalement il faut respecter, ou au moins savoir qu'on ne le respecte pas et que le risque est là. C'est ça le plus important. Les experts comptables, ils sont vigilants là-dessus. ils sont très vigilants. Ouais. Enfin, un petit rappel qui peut paraître bête, le mandat des dirigeants. Si vous avez été nommé président à durée indéterminée, tout va bien. Si vous avez été plus exotique et que vous avez prévu un mandat d'1 an ou une présidence tournante, ce genre de choses, sachez qu'à partir du moment où vous n'avez plus de dirigeants, il n'y a plus personne pour convoquer, donc il n'y a plus personne pour faire l'AG, et donc la société elle est un peu paralysée. Moi j'ai tendance à préconiser aux clients d'avoir 2 dirigeants. Donc en SARL, vous avez un gérant qui est forcément une personne physique. C'est bien de prévoir parfois un 2e gérant si le premier est empêché ou s'il lui arrive quelque chose. Et dans les SAS, vous avez un président et un directeur général. Ça crée une confusion dans l'esprit des gens, mais le président et le directeur général, de base, ont les mêmes pouvoirs. Ils n'ont pas le même titre, mais ils ont les mêmes pouvoirs. Après, ils peuvent être organisés différemment, mais voilà. Et je trouve ça bien d'avoir au moins deux dirigeants dans les sociétés, si vous en avez la possibilité, pour pallier aux carences, si jamais il y a un problème. Donc ils ont le même pouvoir dans la convocation ou la tenue de... Mais après, en fonction des parts, il n'y a pas le même poids. Oui. Ouais, c'est intéressant d'en parler, parce que du coup, les associés détiennent des parts et ils se partagent le gâteau différemment. Et on peut être président d'une société sans en être associé. Quand on est président, on est la figure de la société, on est son représentant aux yeux des tiers, on apparaît sur le cabis. Et le directeur général de la même façon. C'est des personnes qui peuvent en fait engager la société, qui peuvent signer pour elle. Donc c'est évidemment très important. Et il y a une vraie paralysie quand on perd un dirigeant. Et ça nous arrive quand même d'être dans des situations où on nous appelle et on nous dit le dirigeant vient de décéder. Qu'est-ce qu'on fait, comment on convoque l'AG, comment on change le dirigeant. Et récemment, on s'est dit c'est quand même bien de prévoir ces situations-là en amont. Donc là, il faut que le dirigeant soit inscrit au cabis. Nommé dans l'attente d'un événement fortuit de l'autre, où il peut déjà être au cabis, déjà opérationnel. Et après, on peut faire ce qu'on appelle des limitations dans l'ordre interne. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Pour, au sein de la société, dire que par exemple, le dirigeant ne peut pas faire ça et ça sans l'accord du président, ou qu'il ne rentrera vraiment en fonction que quand le président ne sera plus là. Donc on peut vraiment aménager les choses pour prévoir des cas exceptionnels. Puis après, il y a plein d'autres documents avec des packs d'associés, tout ça. Oui. Oui, alors les statuts, donc ça vous en avez tous si vous avez une société. Le pacte d'associés, vous n'en avez pas forcément tous. Le pacte d'associés, c'est un contrat qui est privé, qui n'est pas déposé au greffe, dans lequel on va prévoir la relation entre les associés. Et parfois la gouvernance aussi. Ça, c'est un document sur lequel je vous invite à réfléchir. Ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part entière. Réfléchissez-y et intéressez-vous-y si vous avez plusieurs associés. Et si vous êtes typiquement à 49-51. Parce que les gens sont toujours très optimistes sur leur entente. Moi, beaucoup moins. C'est le côté avocat, ça? C'est le côté réaliste. Ah oui. J'ai vu hier une vidéo sur le biais d'optimisme. Oui. Où on dit aux gens, quand ils se marient, est-ce que vous pensez que ça va marcher pour toute la vie? Ils disent tous oui. Les statistiques du divorce, j'ai pas besoin de vous les rappeler, vous les connaissez tous. C'est 1 sur 2? Ouais. Alors les associés, a fortiori, ils ont encore moins de liens intimes, donc on ne sait pas comment ça va se passer dans le courant de la vie de la société. Donc oui, le pacte d'associés, moi je suis une fervente, même s'il est rédigé sur un bout de papier, sans faire appel à un avocat, etc., mais c'est important. Je pense que c'est un principe général à retenir. Dès lors qu'il y a une relation avec un tiers,
faut la formaliser à minima Ouais. en fait. Oui, Parce que ça le vaut jour où pour, se passe mal, ton domaine, c'est le document auquel on va se référer. Donc c'est sur la base de cela que pourra être tranché le cas échéant de litige. Donc c'est une règle de principe à suivre, c'est formaliser les choses Dans tout domaine, dans tout domaine. même liens commerciaux. Voilà, c'est essentiel. Essentiel. On le verra après, mais c'est essentiel. Ok. Voilà. Et un dernier petit point, donc j'ai parlé des mandats des dirigeants, il y a aussi les mandats des CAC. Je pensais que c'était bien de vous rappeler les seuils à partir desquels vous êtes censé nommer un CAC. Pardon. Oui. Non, t'inquiète. Donc voilà, c'est ça les premiers seuils à partir desquels il faut avoir un commissaire aux comptes, un CAC. Il y a des sociétés qui font un peu exprès de rester sous les seuils parce que ça a un coût. Et puis après, ça a aussi une utilité. Moi, j'ai des clients qui sont en dessous des seuils et qui en ont parce qu'ils veulent qu'ils soient présents et qu'ils opèrent un contrôle. Donc chacun y voit midi à sa porte, mais c'est quelqu'un qui fait un vrai contrôle des comptes de la société et il faut bien s'entendre avec lui. Le rôle à proprement dit d'un commissaire aux comptes, c'est quoi? C'est de contrôler ce qui a déjà été fait par le comptable de la société. Par expert comptable. Ouais. Ok. Ouais. C'est un deuxième contrôle. Oui, et qui est assez... Dans le but de protéger les actionnaires. Oui. Le CAC. D'accord. Il est là pour protéger les actionnaires. Et ils sont assez pointilleux, enfin, c'est leur... Bah, ils sont assez remontés et puis ils ont une c'est eux qui clôturent en fait. assez forte, hein, donc ils ont même un devoir d'alerte dans certaines situations. Quand ils voient quelque chose dans les comptes, ils peuvent aller en référer au tribunal. Donc, Ils ont une responsabilité pénale. exactement. Oui, tout à fait. Non, S'il y a une fraude qu'ils ne voient pas ou qu'ils courent, ils sont pénalement responsables. D'accord. Ouais. Ils sont obligés de... Et donc pour rappeler les seuils, au-delà des seuils, ça devient obligatoire. Oui, En dessous des seuils, on peut... c'est 2 des 3 seuils. Ok. Parce que ça... On peut quand même demander... Oui, volontairement, on peut se soumettre. En dessous des seuils, on peut soumettre aussi à un commissaire aux comptes. Ouais. Ouais, moi j'ai des clients, c'est une start-up, donc pour l'instant ils font pas 1 euro de bénéfice, mais ils ont des investisseurs au capital et les investisseurs ont dit on est là, mais on veut un commissaire. Les seuils ont changé récemment? Oui. Oui. Ça fait quand même, je sais plus. 1 ou 2 ans? Ouais. Ouais. Peut-être avant le Covid. 2020. Ah oui, j'aurais dit 2020, 2021. Oui. Ouais, ils changent tout le temps. T'as pas l'info, Stéphane? Ils ont été majorés ou... Majoré? Oui. Ils ont été moins- plus hauts. moins des CAC. Oui. Moins besoin. On a moins de euros et CAC. Et avant, on avait une règle à laquelle vous avez peut-être été soumis qui était très embêtante. Quand on avait une holding, il fallait absolument que les sociétés contrôlées aient un CAC. Cette règle-là a disparu et donc là, en fin de mandat, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas renouveler les mandats de leur commissaire aux comptes. Voilà. Et dernière étape, le dépôt des comptes. Encore une fois, toutes les sociétés commerciales y sont soumises. L'important, c'est pas tant votre forme sociale que la taille de votre entreprise, parce que du coup, on a des exceptions. Ça, on essaye d'y faire attention pour nos clients. Il y a les micro-entreprises qui ont un dépôt avec confidentialité totale. Si vous allez le site sur Infogreffe, vous allez voir compte déposé non relevable. Vous ne pourrez pas commander les comptes de la société, ils seront complètement confidentiels. Les petites entreprises, confidentialité du compte de résultat. Et là, petit point de vigilance, si vous êtes une petite entreprise et que vous avez un CAC et que vous déposez le rapport CAC, pensez à enlever le rapport de gestion, pas le rapport de gestion, le compte de résultat du rapport CAC. Sinon, vous avez fait une demande de confidentialité, vous n'avez pas déposé votre compte de résultat, vous déposez votre rapport du commissaire aux comptes et boum, il est dedans. C'est dommage. Ça, c'est de la pratique. On a eu le cas, donc maintenant, on pense bien à retirer le... Parce que ça, c'est important, parce qu'on a des clients qui ne veulent pas déposer leur compte. On va y venir juste après. Donc là, il y a un document à signer. Oui, les comptes, on les signe en première page, on dépose ça au greffe. Non, pour la partie confidentialité. Ah oui, c'est un document très normé qu'on peut trouver sur Infogreffe. Demande de confidentialité. J'ai fait une recherche récemment parce que j'ai un client qui m'a dit moi, je ne veux pas déposer mes comptes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on est sous les seuils. Je vais signer la déclaration. Et puis, on va y aller comme ça. Je lui ai dit non, alors là, c'est du pénal. Exactement. Voilà. Donc on va pas faire ça. Vaut mieux pas les déposer et attendre que le greffe vous court après, plutôt que d'aller faire un faux. C'est quand même... on est allé vérifier la sanction. Et il voulait pas les déposer non plus de manière confidentielle. Il pouvait pas, il était pas éligible. D'accord. Et il s'est dit, Ah oui. je signe le papier... Parce qu'il était au-dessus des seuils. D'accord. Au-dessus des seuils, c'est obligatoire. Au-dessus des seuils, c'est obligatoire. Et du coup, voilà les sanctions. Donc la sanction pour les non-établissements des comptes. Donc ça, c'est si vous n'avez rien fait du tout. Et la sanction, si vous n'avez pas déposé. Alors, en pratique, j'ai pas vu la première sanction S'appliquer. être mise en œuvre.
parce que en fait, elle viendrait au sein même de la société d'un associé qui irait dire que le dirigeant n'a pas fait l'approbation des comptes. Ça, je ne l'ai jamais vu. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ça veut dire que dans votre société, il y a un climat déjà pas excellent entre les associés. Le non-dépôt, alors là c'est automatisé, puisqu'on a quelque chose qui s'appelle maintenant Internet, la saisie des données, l'automatisation. Et là, depuis peu, nos clients, ils reçoivent, 3 mois après les approbations de compte, le premier courrier disant qu'ils ne sont pas déposés. Donc ça, le greffe de Tours, là, ils sont en train de se mettre vraiment au point. Donc on reçoit souvent les lettres. La première lettre, elle dit « Merci de vous mettre en conformité ». On a le temps de rétablir les choses. La deuxième lettre, elle dit on va commencer par une amende en général de 1 000 €, une convocation devant le président du tribunal. Alors là, on a des clients, en fait, qui, pour eux, stratégiquement, c'est pas intéressant de déposer leur compte. Donc, ils nous disent non, je veux vraiment pas les déposer. Donc, il y en a qui choisissent de payer l'amende, et il y en a d'autres qui se rendent devant le président du tribunal, avec nous ou pas, pour aller expliquer pourquoi ils veulent pas les déposer. Donc, on peut aller expliquer que non, on veut pas que nos marges soit dévoilé parce que le concurrent d'à côté va aller pomper toute l'information. Et donc il y a quand même une marge de négociation quand vous avez une réelle bonne raison économique. D'accord, on peut essayer d'aller voir vers une conciliation. Une autorisation exceptionnelle du juge de ne pas déposer. Ouais, et il n'y a que lui qui peut l'accorder. Donc, et parce qu'on le voit des sociétés où les comptes ne sont pas... Donc c'est qui paye? Les très grandes sociétés... Mais ils payent l'amende, on ne peut pas payer pour que ce soit pas visible. Non, il faut attendre de recevoir l'amende. D'accord. Ouais. Marion, juste petite question pratique, vu qu'on est en Facebook Live, si tu peux juste bien rester derrière le pupitre, t'es juste à la limite. Ok. Voilà, j'en ai fini des approbations de comptes, qui sont donc le rendez-vous annuel. Un autre document qui est aussi récent, je me rappelle pas de la date, mais je dirais 2018-17 peut-être, la déclaration du bénéficiaire effectif. Donc ça, si vous avez immatriculé votre société à compter de cette date-là, le greffe n'a pas pu vous louper. C'est un des documents essentiels pour faire l'immatriculation. Par contre, si vous avez une société qui a été constituée avant, essayez de vous rappeler si vous l'avez fait ou pas. Il n'est pas trop tard pour le faire et se mettre en conformité. Donc c'est, encore une fois, toutes les sociétés immatriculées au RCS qui sont obligées de respecter cette obligation, sauf les sociétés cotées, parce que par essence, on ne peut pas savoir qui est le bénéficiaire effectif. Et pour ça, je vais vous expliquer juste après ce qu'est le bénéficiaire effectif. Et ça, c'est une obligation légale? Légale. Nouvelle. À partir de 2018, et qui rattrape aussi les sociétés plus anciennes, ouvertes avant 2018. Exactement, tout le monde. Donc la définition fait 5 lignes. Savoir qu'il y a un bénéficiaire effectif, on a des guides de 12 pages. Parfois, globalement, en très gros résumé, c'est la personne qui détient plus de 25% du capital. La personne qui a un pouvoir de contrôle, en fait, qui possède vraiment la société, qui décide. C'est ça qu'on cherche à savoir, c'est cette information-là qu'on essaie de rendre publique. Là, en ce moment, on a un débat avec l'Europe. L'Europe vient de dire que l'information qui doit être révélée par les gens reste confidentielle au niveau des greffes. Pour l'instant, en France, on n'a pas transposé, donc pour l'instant, c'est une information qui est publique. Donc c'est là où votre question était intéressante. Les associés d'une SAS sont par définition confidentiels. Ça n'apparaît pas dans les statuts, contrairement à une SARL. Je veux savoir qui possède une SARL, je vais sur Papers ou Infogreffe, je regarde les statuts, je sais qui est associé. Une SAS, je ne peux pas savoir. Par contre, si je suis un petit peu plus retors, je vais regarder la déclaration de bénéficiaire effectif, et là, boum, je sais qui détient plus de 25% du capital. Donc c'est un petit moyen d'avoir des informations. Ça aussi, ça embête un peu parfois les clients qui ne veulent pas révéler l'identité des associés, parce que parfois ils se mettent en SAS justement pour ça. Donc voilà, par contre là c'est vraiment une obligation légale, c'est pareil, le greffe est très vigilant. En fait, à chaque fois qu'on va faire une cession d'action ou de part et qu'on va la déclarer, le greffe va nous dire « mettez à jour votre DBE ». On l'appelle la DBE dans le jargon. Mettez à jour votre DBE, ils savent, c'est automatisé, c'est pareil, donc on ne peut plus passer à travers. C'est une obligation de moyens, parfois on ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça que les sociétés cotées n'y sont pas soumises. Parfois on a beau remonter 4 sociétés au-dessus, on n'arrive pas à savoir qui détient plus de 25% du capital. Dans ces cas-là, ils ont prévu une solution, on met en bénéficiaire effectif le dirigeant de l'entreprise. Et c'est donc une obligation à actualiser en cours de vie sociale. Ce qui donne des situations un peu ubuesques.
On cède une action, le pourcentage change de 0,01%. Techniquement, on est censé aller mettre à jour la DBE. 45 € au greffe. Voilà. Toujours un bonheur de faire ce genre de mise à jour. Et la sanction, là pour le coup, elle est assez parlante, puisqu'il y a quand même la prison, l'interdiction de gérer. Pour les personnes morales, on est à 7500, pour les personnes physiques 7500 €, et pour les personnes morales, on fait x15. Bon, c'est pareil. Je pense que ce qui serait vraiment risqué, ce serait d'en faire une fausse, ou de ne pas la faire du tout. Je pense que c'est là qu'il y aurait un axe. Si quelqu'un arrive à prouver que vous avez fait une fausse déclaration, ce serait très embêtant. De bonne foi, si vous avez oublié de mettre à jour, ou s'il met un petit pourcentage de décalage. Parfois, je disais, elles sont vraiment très compliquées à faire, les DBE. Parce que le bénéficiaire effectif, ça peut être un groupe familial. Si vous détenez avec votre femme et vos enfants, chacun moins de 25, mais qu'ensemble vous contrôlez une société, vous êtes bénéficiaire effectif. Parfois, on a des usufruitiers, des nus propriétaires. Donc voilà, même en étant un sachant, même en ayant nos guides de 15 pages, parfois on se pose encore des questions. Donc c'est pas là où vous serez sanctionné, et je pense c'est si vraiment vous essayez de dissimuler quelque chose. Et enfin, la dernière chose que je vous invite à faire, c'est les registres. Et du coup, juste pour revenir sur la DBE, à quel moment on peut être, quel organisme va pouvoir informer la société qu'il faut se mettre en conformité? Alors moi quand j'audite pour le compte de mes clients pour racheter une société, c'est vraiment un des points que je vérifie, et je vais dire à la cible, vous n'avez pas fait vos DBE, merci de vous mettre en conformité. Je ne sais pas qui d'autre pourrait aller, je pense que ça pourrait venir peut-être d'un concurrent qui voudrait chercher à savoir des choses, qui verrait que la société ne s'est pas mise en conformité, ou d'un associé au sein même de la société. Principalement, je pense quelqu'un qui cherche une information de l'extérieur aujourd'hui. Ou le greffe, parce que le greffe fait son travail. Vous faites une session de part, vous ne déclarez pas votre DBE, eux, ils vont... Bon, après, eux, ils vous rattrapent gentiment. Ils vous disent juste merci de le faire. D'accord. Mais a priori, une société où il n'y a pas de changement... Ah bah non, une fois que la DBE est faite, ça peut rester... Et si la DBE n'est pas faite? Parce qu'on est sur une société ancienne. Alors je me demande si le greffe n'a pas fait des contrôles où il allait vérifier que les sociétés constituées depuis 20 ans... Après, c'est aussi le rôle de l'avocat ou de l'expert comptable d'aller dire au fait, il y a une nouvelle obligation. Merci. Nous, on a fait des tonnes de mailing à tous nos clients pour leur dire mettez-vous en conformité, mettez-vous. D'où l'importance d'être informé et de se faire accompagner. Ouais, quand même. Ouais, sur ça, pour le coup, pour le savoir. Ok. Il fallait lire la presse spécialisée quand même. Et donc, dernier point que je vous invite à. Alors là, il n'y a pas vraiment de sanction, je le dis tout de suite. Mais quand même, il y a deux types de registres. Il y a le registre des décisions sociales. Donc ça c'est pareil, quand moi je vais auditer une société, c'est le premier document que je vais réclamer. Le fisc aussi, quand ils viennent vous voir pour un petit contrôle fiscal. Donc là des fois on a des appels de clients, oh j'ai pas mis à jour le registre depuis 2002, merci de procéder. Donc c'est vraiment un classeur dans lequel on reproduit les décisions. C'est pas très compliqué, il faut juste penser à le faire. Ça sert aux auditeurs, ça sert au fisc, c'est vraiment la mémoire de la société. C'est aussi utile pour vous en tant que dirigeant. Il faut les garder au moins 6 ans, donc 6 ans de rétroactivité des décisions, parce que c'est là où peuvent porter les contrôles fiscaux et c'est là où on n'a plus de prescription. Et la sanction quand même que j'ai trouvée en faisant mes petites recherches, c'est on pourrait dire au dirigeant qu'il a commis une faute de gestion pour ne pas avoir tenu ce registre-là. Alors ça ne suffirait pas à caractériser la faute de gestion du dirigeant, mais ça pourrait être dans un champ de recherche, ça pourrait être une des choses qui caractérise une faute de gestion. Et là où c'est vraiment important, et je terminerai par ça, c'est le deuxième registre, le registre des mouvements de titres, uniquement en SA et SAS, pas en SARL, puisque donc en SARL, la propriété de vos titres, c'est dans les statuts. Mais en SAS, en fait, le registre de mouvement de titre, c'est votre acte de propriété, ni plus ni moins. C'est un papier, c'est extrêmement archaïque, c'est un classeur avec des feuilles sur lesquelles on écrit à la main, et c'est ça qui vaut titre de propriété de la SAS. Donc, c'est vraiment essentiel, et il y a des gens... Alors bon, c'est toujours pareil, quand vous êtes associé unique, c'est pas très grave, vous pouvez mais quand il y a eu 10 mouvements dans la société et qu'il faut reconstituer des registres, là on a une société où on n'arrive pas, il y a 30 ans d'ancienneté.
et il y a eu 60 sessions. Bah, on est vraiment bien embêtés. Et quand la personne qui veut acheter, enfin, nous en l'occurrence, là, on est côté vendeur, on leur dit si, on vous promet, on est propriétaire. Bah ouais, vous n'avez pas de registre. Et ben là, on est bien embêtés. Donc voilà. Très bien. Les grandes obligations que je vous invite à respecter. Et ça, de base, ce registre à la création de l'entreprise. Normalement, à la création. À la création, normalement, on le commande au greffe, on va dans une papeterie juridique où l'avocat ou l'expert comptable en donne un. Et après, ce qu'il faut penser, c'est le mettre à jour. Souvent, on s'en fiche. Il est dans le tiroir du bas, au fond de la pile, et on... Et normalement, on il doit n'y être retourne pas. conservé au siège social, les deux là, au siège social et consultable par les associés à tout moment. Des fois, ils sont chez nous. Nous, on a une armoire où on les garde. Les classeurs bleus, là. Ouais, les bleus et les noirs. Ce sont des documents qui sont cotés par la feuille. Oui, oui, tout à fait. Le greffe fait des trous. Alors ça aussi, On ne peut pas déchirer de pages. c'est extrêmement archaïque. C'est une perforatrice qui fait des trous par un simple trou. Il y a un petit motif. Et effectivement, si on fait une erreur, il faut rayer la page. Il ne faut pas enlever une page du registre parce qu'ils sont numérotés. Donc, et on a toujours, nous, un petit stress quand on les remplit parce que des fois, on fait écrire un papier, on réécrit au stylo. Parce que sinon, effectivement, puis alors tout ce qui est écrit dedans a vraiment fait foi. Et pour les grosses sociétés, on les signe, on recopie le PV dedans et on signe directement dans le registre. Donc c'est vraiment tous les originaux de la société. Et il y a une astuce pour conserver, je sais pas moi, il y a un vol, un feu. Voilà. Alors c'est pour ça on les prend, ceux de nos clients. Honnêtement, quand j'étais à Fidal Paris avant, on avait une armoire anti-feu pour les conserver. Ouais. Ça fait partie des documents, s'ils peuvent être préservés en sécurité, ouais, c'est mieux. Surtout s'il y a un gros historique. Si c'est constitution associée unique, il y a une ligne, bon, il brûle, on le refait, c'est pas très grave. Mais quand il y a un vrai historique, par exemple, vous récupérez une boîte de quelqu'un surtout, où il y a un passif que vous ne connaissez pas, oui, là, il faut y faire très attention. Et puis scannez-le. Même s'il y a un changement de statut, on rachète une entreprise, on change complètement le statut. Alors ça dépend, si vous rachetez l'entreprise, les parts sociales ou les actions, enfin, du coup là plutôt les actions. Non, c'est par exemple dans la création d'une nouvelle, non, là, on reprend une activité qui est déjà existante, mais c'est une nouvelle entreprise. Est-ce que ce document-là, dans ces cas-là, vous rachetez un fonds de commerce? Oui. Oui, donc c'est bon. C'est votre entreprise à vous qui va avoir son registre. D'accord, donc c'est pas, On ne reprend pas l'antériorité. Non. Très bien Marion, merci. Voilà. Du coup, on va passer sur les... J'ai appelé ça les obligations contractuelles, mais c'est effectivement plus des obligations légales. En fait, pourquoi des obligations contractuelles? Parce que ça va être essentiellement lié aux documents, des documents juridiques qui vont pouvoir être adoptés par une entreprise pour régir ses relations avec ses clients, partenaires, fournisseurs, etc. Juridiquement, quand vous avez une activité économique commerciale à destination de clients, il faut que vous ayez des documents contractuels. C'est une obligation légale. Alors, quand vous avez une typologie de client qui est constituée de professionnels, le code de commerce prévoit que vous devez avoir des conditions générales qui doivent être communiquées au client lorsqu'il vous en fait la demande. C'est-à-dire que si vous faites la demande et que vous n'êtes pas en capacité de communiquer les conditions générales, vous n'êtes pas dans le respect de l'obligation légale. Donc, pour pouvoir anticiper cette demande-là, il faut que vous ayez des conditions générales. Mais au-delà de l'obligation légale, ce document-là va vous permettre de sécuriser vos relations avec vos clients. En fait, vous posez la base contractuelle, la base juridique selon laquelle vous allez pouvoir fournir vos produits ou fournir vos prestations de services. Donc on voit souvent des clients qui ont un simple devis et sur la base de ce devis-là vont engager des relations commerciales avec leurs partenaires. C'est pas suffisant en soi et c'est pas protecteur des intérêts de l'entreprise. Parce que dans des relations avec des professionnels, au sein des conditions générales, on va pouvoir prévoir un ensemble de choses qui vont être assez protecteurs de l'entreprise qui va émettre ces conditions générales. Donc là, le sujet qu'il faut retenir, certes, il y a l'obligation légale. L'obligation légale, c'est pas une fin en soi, à mon sens. Il faut vraiment réfléchir dans le sens en disant je vais sécuriser mes intérêts et je vais sécuriser la relation que je vais établir avec mon client, donc je dois me doter de conditions générales. Alors ça peut être des conditions générales sous le format qu'on peut voir au verso d'un devis, ça peut être un document qui peut être fourni, il n'y a pas de forme en tant que telle. L'essentiel, c'est d'avoir un document qui va formaliser la manière dont vous allez collaborer avec vos clients, mais de manière plus globale, la manière dont vous allez collaborer avec vos prestataires, vos fournisseurs, vos partenaires, etc. Parce que selon la typologie de relation qui est engagée avec un client, vous allez avoir différents enjeux. Vous pouvez avoir des enjeux qui vont être liés à la responsabilité. Quand vous êtes dans un partenariat pour développer quelque chose en commun, vous avez des enjeux de propriété intellectuelle,
des enjeux effectivement de délai de livraison, délai d'exécution, etc. Et tous ces enjeux-là peuvent être traités à travers un document contractuel. Donc là, c'est vraiment dans une relation B2B. Obligation de moyens, obligation de résultats. Voilà. Après, il y a des cadres juridiques qui existent, mais effectivement, sur les notions de responsabilité avec l'obligation de moyens de résultats, on va pouvoir, à travers les conditions générales, graduer l'obligation qui va être celle de l'entreprise qui va fournir le produit ou la prestation de service. Les enjeux de garantie. Vous fournissez un produit, quelle va être la garantie à laquelle vous allez pouvoir être tenu. Tous ces enjeux-là peuvent être traités à travers les conditions générales. Et l'avantage, c'est que vraiment dans les relations avec des professionnels, vous pouvez amoindrir votre responsabilité. Il ne s'agit pas de l'exclure, mais on va pouvoir la travailler et essayer de poser des limites à la responsabilité éventuelle de l'entreprise. Donc on est présent ce matin pour donner des clés ou des conseils. Donc là, la préconisation, c'est vraiment, on est en relation commerciale, il faut se doter de... Il faut à minima formaliser les choses. Formaliser. Il ne faut pas se limiter à un devis. Et donc l'obligation, on n'est pas obligé, pour que pour ces conditions générales soient valables, il faut qu'ils soient envoyés à chaque fois. Alors après, c'est une question d'opposabilité. Ce qu'on appelle l'opposabilité des conditions générales. Effectivement, pour qu'elles soient opposables, donc c'est-à-dire que s'il y a demain un litige avec votre client et vous voulez vous prévaloir du contenu des conditions générales, il faut qu'elles aient été communiquées en amont. Il faut qu'on ait la preuve que notre client les ait reçues. Voilà. Et au moment où la relation commerciale s'est établie. On voit souvent des conditions générales qui sont au verso de facture. Ah oui. Juridiquement, ça n'a aucun effet. Parce qu'en fait, on considère que la relation commerciale, elle se fait au moment où vous avez une offre, une acceptation, donc vous émettez votre devis. Donc un devis ou un contrat. Voilà, le client accepte votre devis ou votre proposition commerciale, là il y a contrat juridiquement. Et la facture, c'est un document comptable qui va constater qu'il y a eu un flux d'affaires. Mais l'affaire a été réalisée. Voilà, mais juridiquement, c'est trop tard. Ce qu'il faut, c'est communiquer les conditions générales au moment où il y a la proposition commerciale ou le devis. Sinon, vous pouvez avoir de très belles conditions générales au niveau de facture, elles sont inopposables à votre client. Après, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, etc. Mais voilà, il faut qu'au moment où la relation commerciale est établie, vous ayez une communication des conditions générales. Quand vous avez un flux d'affaires régulier avec un client, vous les communiquez au début de la relation commerciale, et après, c'est peut-être pas nécessaire de les communiquer. Mais ça se travaille, on va dire, selon chaque typologie de relation contractuelle. Après, quand vous avez une clientèle qui est composée de consommateurs, là, il faut avoir un gros warning, mais vraiment très important, c'est le code de la consommation qui s'applique. Et là, il faut que vous ayez des documents contractuels qui soient respectueux des obligations légales prévues par le code de la consommation. Pourquoi ? Parce que si demain vous avez un litige avec un consommateur, ce qui se passe très souvent maintenant, c'est saisine d'une association de consommateurs ou directement transmission de la part du consommateur du dossier auprès de l'administration. Et l'administration est assez rigoureuse dans le respect de la réglementation en matière de droit de la consommation. Donc là, vraiment gros warning, si vous avez une activité orientée client-consommateur, il faut que vous ayez des documents contractuels qui respectent les mentions qui sont prévues par le Code de la consommation. Et les mentions sont très importantes, notamment sur les notions de médiation, sur les notions d'information sur le prix, les délais d'exécution, de livraison. Les garanties. Les garanties légales, parce que vous avez tout un pavé à reprendre, un pavé type. Et surtout, quand vous avez une activité qui est soit à distance, soit ce qu'on appelle les contrats hors établissement, si vous allez conclure un contrat directement chez le client, c'est le démarchage en fait, là vous avez des délais de rétractation qui vont s'appliquer. Et là, si vous ne respectez pas les mentions qui sont prévues, c'est des amendes administratives. Alors je ne vous dis pas que l'administration va tout de suite rentrer en voie de sanction, mais voilà, c'est des problématiques qui se rencontrent fréquemment. Donc, et c'est cause de litige. Exactement. Et dans une activité d'e-commerce, le fait on le voit, parfois on ne lit pas les conditions générales, on clique, on accepte, et donc ça... Ça c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez votre... Mais ça suffit. Ça suffit. Oui. Que les documents contractuels soient lus, ça, c'est pas un sujet. C'est qu'ils soient acceptés. C'est qu'ils soient existants et qu'on puisse démontrer qu'ils ont été acceptés. Très bien. Effectivement, quand vous passez commande sur Internet, vous ne lisez pas les conditions générales. Par exemple, quand vous mettez à jour votre téléphone, vous avez les conditions générales, si c'est une marque Apple, vous avez les conditions générales à accepter, ou les conditions générales de service, vous ne les lisez pas. On les accepte. Mais en tout cas, le fait de les avoir acceptés, ça assure leur reposabilité. Et demain, s'il y a un litige avec le client en question, vous pourrez vous en prévaloir. Mais ça, les prestataires informatiques, notamment pour les activités e-commerce, ils ont de l'habitude sur le process à respecter pour assurer la posabilité des conditions générales. Donc la petite case à cocher. Voilà. Et l'autre sujet, effectivement, sur on va dire l'obligation d'information, l'obligation de documentation contractuelle, c'est tous les sujets de données personnelles.
Ce sujet-là, vous êtes forcément confronté, vous êtes forcément concerné par cette thématique, puisque le sujet de données personnelles, c'est le règlement général sur la protection des données. Les RGPD, on en a déjà parlé ici. On en entend beaucoup parler, mais toute activité, toute société, quelle que soit son activité, est concernée, puisqu'on parle de collecte de données personnelles. Une donnée personnelle, ça va être le nom, prénom d'une personne, mais ça peut être tout élément qui permet d'identifier indirectement une personne. L'exemple type, c'est une donnée GPS sur une borne, une borne qui a été installée sur un véhicule d'un commercial. La donnée qui est générée en tant que telle, c'est juste une coordonnée géographique, mais il n'empêche qu'on sait que c'est le véhicule qui a été affecté à tel salarié, donc ça devient une donnée personnelle au sens du RGPD. Donc le champ d'application est très très large. Vous avez un salarié, vous avez des données personnelles. Vous avez des clients, vous avez des données personnelles. Donc nécessairement, vous êtes tenu au respect de cette réglementation, et cette réglementation impose que vous ayez une information à destination des personnes dont vous traitez les données. Donc cette information-là, là encore, vous allez pouvoir la mettre en place à travers les documents contractuels que vous allez pouvoir avoir à destination de vos clients. Et donc ça permet de respecter l'obligation qui est la vôtre en la matière. Donc la première obligation, c'est effectivement l'obligation d'information des personnes, et après vous avez un ensemble d'obligations à respecter en interne au sein de la société avec une documentation qui a été établie, etc., etc. Quand vous avez une activité e-commerce, clairement, là, il y a un sujet majeur sur l'exercice de l'activité. Il faut que vous ayez un document qu'on appelle politique de confidentialité qui va être reproduit sur le site internet et qui va permettre d'informer les personnes des droits dont elles disposent, enfin des droits, oui, des droits et de la manière dont vous allez pouvoir utiliser leurs données personnelles. L'autre sujet après, bon ça c'était un rappel, c'est les mentions légales d'un site internet, c'est tout bête, mais voilà, vous avez des mentions légales à respecter. Je les ai listées, là, elles sont exhaustives sur le principe. Après, ce sont les activités, vous pourrez avoir des spécificités, notamment si vous êtes dans des activités réglementées. Ça, c'est pareil, il faut que vous ayez vos mentions légales types qui soient reproduites sur votre site internet. Ça, pareil, les prestataires, ils ont l'habitude de prévoir un onglet qui va être dédié soit aux mentions légales, aux conditions générales et à la politique de confidentialité. Mais activité commerce, c'est les trois grandes règles à respecter. Et ça, pas forcément à mettre en avant sur le site, mais qu'il soit présent, quoi. Un onglet en bas. Voilà. Pareil, les conditions générales, vous avez toujours un onglet en bas de page. La politique de confidentialité, c'est pareil. Et quand la personne va s'inscrire sur le site internet ou va passer commande si vous êtes dans une activité commerce, elle a la possibilité de retrouver. Pour dire j'accepte, mais pas les mentions légales. Elle acceptera les conditions générales et puis la politique de confidentialité. Il y a un autre point que je n'ai pas évoqué, c'est la facturation. Quand vous avez une activité commerciale, par principe, vous devez mettre des factures. Vous avez des mentions à faire apparaître sur vos factures sur le plan fiscal, mais également sur le plan commercial. En fait, le code de commerce impose des mentions obligatoires, notamment les délais de paiement, les intérêts de retard, etc. Donc faites bien valider vos factures parce que, de principe, là encore, vous encourez des sanctions administratives si vous ne respectez pas les mentions légales. Et soyez vigilants sur le respect des délais de paiement. Quand vous avez une activité avec vos clients, vous avez des fournisseurs, vous avez des délais de paiement à respecter, soyez très vigilants parce que l'administration engage des contrôles de manière assez régulière sur ces sujets et c'est assez facile pour l'administration de dire si oui ou non les délais de paiement ne sont pas respectés. Donc le délai de paiement, quand vous avez un délai de paiement avec un fournisseur, respectez-le parce que sinon ça peut être source éventuelle de contrôle ou de discussion éventuelle. Voilà. Même si lui ça ne le dérange pas. Même si lui ça ne le dérange pas. Non. C'est toujours un argument. Facture de producteur où c'est à réception, mais ils me disent c'est 30 jours. Ouais, alors vous avez. On a aussi des cas où des clients ne reçoivent pas les factures de leurs fournisseurs dans le délai. Par exemple, vous avez un délai de paiement qui est de 30 jours. Le fournisseur, il émet sa facture 20 jours après. Donc après, le délai de paiement, il est plus de 10 jours. Donc forcément, le client qui reçoit la facture, il dit je ne vais pas payer dans les 10 jours, je vais attendre 30 jours. Mais ça, c'est pas un argument en soi. En fait, il faut que l'entreprise qui va recevoir les factures ait une procédure interne pour être proactive. Et si elle constate qu'au bout de 10 jours, par exemple, elle a une livraison de produits, la facture n'a pas été émise, elle doit réclamer la facture à son fournisseur. Ce qui est très compliqué dans les faits. Et c'est un argument dont on peut se prévaloir auprès de l'administration, qu'elle dit non, si le client ne reçoit pas la facture, c'est à lui de la demander. Et en fait, le texte est libellé de cette manière-là. Donc on fait peser un double degré de responsabilité en la matière. Puis un autre sujet, après, voilà, ça c'était vraiment les obligations contractuelles, pareil, activité d'une entreprise, pensez bien au sujet propriété intellectuelle, dépôt de marque, dépôt de dessin et modèle, éventuel brevet, et quand vous adoptez une marque ou vous adoptez le nom d'une société, vérifiez bien qu'il est disponible. Parce que ça c'est important. Qu'on rencontre régulièrement. Là je viens de l'avoir pour un client, activité, il a choisi un nom,
c'est pas une marque, il l'a pas déposée, mais c'est un nom, puis en fait, il s'avère que c'est une marque qui a déjà été déposée. Donc là, la difficulté, c'est qu'il a déjà lancé son activité commerciale. Communiquer Ça fait dessus. 2 ans, il a communiqué, il a toute sa stratégie, il fait du chiffre d'affaires sous ce nom-là. Maintenant, il faut qu'on trouve un terrain d'entente avec l'entreprise qui l'a mis en demeure. Et les marques sont très proches, hein. Donc la marge de négociation, elle est assez fermée. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre de manière assez fréquente. Donc, warning, c'est j'adopte un nom, je choisis mon nom de société, vérifiez bien que le nom en question, il est disponible. Ne vous limitez pas au nom de société qui aurait déjà été déposé. Vous pouvez avoir des marques qui ont été déposées par un tiers. Une marque, elle n'est pas protégée uniquement pour un territoire, enfin pour un secteur géographique. Il ne faut pas avoir réflexe de vous dire, moi je suis en Touraine, la société que j'identifie qui a une marque, elle est basée à Marseille, il n'y a pas de risque juridique. Non, une marque, c'est protégé sur tout le territoire français. Donc vous êtes en Touraine, l'entreprise en question, elle est dans un autre département, ce n'est pas un argument dont on pourrait se prévaloir à l'encontre de l'entreprise qui a cette marque antérieure. Donc il faut bien vérifier ce sujet-là. Oui, il y a un vrai intérêt stratégique et de pérennité de l'entreprise. On a eu quelqu'un de l'INPI qui nous a fait un petit déj pro sur la propriété intellectuelle et c'est un vrai sujet. Ouais. C'est quelque chose qui s'automatise aussi. Dans les grosses sociétés, ils mettent en place des surveillances de leur marque. Et dès que le nom apparaît quelque part, et les courriers partent tout de suite. C'est l'exemple type du dossier que j'ai eu. C'est une grosse entreprise qui va assurer la pérennité de sa marque et elle ne veut pas qu'il y ait de... Entre guillemets, ils sont en veille en fait et puis derrière ils vont consulter leur avocat pour aller attaquer. En fait, on peut mettre en place des surveillances sur les marques. Vous déposez une marque et vous voulez vous assurer que cette marque-là ne sera pas reprise par des tiers. Et il y a des prestataires qui peuvent faire des veilles dans les bases de données. Et en fait, on a l'information qui nous est transmise automatiquement. Et si on voit qu'il y a un risque, on envoie une mise en demeure. Donc voilà. T'as pas eu ça pour les images aussi ? Ouais. Maintenant, ils arrivent à savoir d'où sont extraites les images. Les photographies qui sont utilisées sur les sites internet ou par les entreprises sur leurs documents commerciaux. En fait, les images, il y a une sorte de marquage. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la veille de l'utilisation qui est faite des photographies, notamment des photographes de l'AFP, etc. Enfin, ouais. Et de manière automatique, vous avez des cabinets qui sont spécialisés là-dedans, des cabinets d'avocats. Moi, pour les clients, on reçoit souvent des mises en demeure de la part des mêmes cabinets d'avocats. C'est des lettres types et en fait, ils vous disent on a constaté que vous utilisez cette photographie, vous auriez dû demander notre autorisation, mais on vous demande une contrepartie financière de temps. Voilà. Et c'est très normé. Et la marge de discussion, il y a des arguments juridiques dont on peut se prévaloir, mais voilà. Si vous prenez une photo sur Internet, la notion libre de droit, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, il faut être très vigilant sur le sujet. Ah oui, c'est parce qu'on a des banques d'images libres de droit. En fait, vous pouvez avoir une photographie sur une banque d'images qui va être annoncée comme libre de droit, mais c'est libre de droit, généralement, pour une utilisation donnée. Une utilisation qui va être à des fins privées. Si vous êtes dans une utilisation à des fins commerciales, vous n'êtes plus dans la notion de libre de droit, en fait. La condition qui est posée. Par exemple, les logiciels libres aussi. Vous trouvez des logiciels libres. Les logiciels libres, c'est assez trompeur, la notion de liberté, parce qu'en fait, le logiciel libre, il reste soumis à une licence. Une licence, c'est le contrat qui va dire, ou le document qui va régir quelle utilisation va pouvoir être faite de ce logiciel. Et si dans la licence, il est prévu que le logiciel il peut être utilisé uniquement en interne pour faire des développements informatiques, etc., mais que le logiciel ne peut pas être utilisé à des fins commerciales, si vous utilisez le logiciel pour votre activité économique et que vous l'utilisez dans le cadre d'une activité commerciale, vous êtes en dehors des clous. Voilà. Donc ça, c'est des problématiques. Ouais, et puis avec faut l'appréhender de manière assez, avec beaucoup de vigilance. Parce qu'avec la technologie qui bouge, l'intelligence artificielle, on peut être vite, ça va multiplier les contrôles automatisés, moi je pense que c'est un vrai... on n'a pas de fiscaliste avec nous là aujourd'hui, mais ils en parleraient encore mieux. Eux, ils sont dans une automatisation quasi totale. Airbnb, maintenant, vous mettez votre bien sur Airbnb, ça apparaît directement sur votre déclaration d'impôt. Vous n'avez plus rien à faire. On a l'exemple des piscines aussi, qui sont maintenant contrôlées avec l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est pas... Tout ça, pour les autorisations. Et puis avec la facturation électronique maintenant qui va rentrer... Tout est mis en place pour vraiment faciliter les surveillances ou les contrôles par l'administration. Donc là, sur le nom de la société, vous me conseillez déjà de vérifier qu'elle n'est pas déjà prise. Et deuxièmement, si elle n'est pas prise, de la protéger. Ah oui, ça, effectivement, il faut déposer derrière. Parce que si quelqu'un c'est même quelqu'un de postérieur, qui vient juste de démarrer, qui dépose après toi, il peut nous demander de changer le nom. Ah non, si c'est postérieur, ça va être plus compliqué pour le D'accord. Mais t'as quelqu'un qui crée une boîte avec un nom XY, un autre un an plus tard qui crée la même boîte ailleurs, qui dépose la marque, qui se protège et tout. Non, parce qu'après on pourra toujours se prévaloir de l'antériorité. Voilà.
je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, mais si vous avez une société, c'est votre nom de société, qu'il y a un tiers qui adopte le même nom derrière et qui le dépose à titre de marque, le fait que vous ayez une notoriété, ça pourrait permettre de contester la marque du Donc c'est-à-dire qu'on pourrait contester, mais lui, quand même protégé. Sur le principe juridique, il a un droit de marque. Donc il a un droit qui va être protégé sur l'ensemble du territoire français. Alors que si vous avez juste une dénomination sociale, ça va être une protection, déjà c'est pas une protection affirmée, pas reconnue, parce que l'avantage d'un dépôt de marque, c'est que vous avez un certificat d'enregistrement, vous avez un document officiel. Si vous êtes uniquement sur la base d'une dénomination, ça va être un droit d'usage, donc les règles juridiques ne sont pas forcément les mêmes. Très bien. Très clair, Damien. Marion, merci beaucoup. Il est 10h pile. On peut proposer peut-être sur Facebook, j'ai pas de questions. On va pouvoir demander. Est-ce qu'il y a un point de détail où vous voulez revenir, un autre sujet? Vous parlez du site internet, les conditions générales de vente, elles peuvent être mises sur le site internet. C'est pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles doivent être. Certains CRM éditent les factures sans les conditions générales de vente au dos. Donc est-ce qu'on peut faire référence? Oui, mais nos conditions sont sur le Alors site de renvoyer, pour moi, c'est pas suffisant. Alors déjà, de renvoyer sur la facture, dire nos conditions générales sont disponibles sur notre site internet. Il faut les conditions générales, pour qu'elles puissent être opposées, il faut les communiquer. Pour que le client ait accès à ces conditions générales. Et effectivement, on voit de plus en plus des propositions commerciales avec un renvoi vers le site internet. Il y a des tribunaux qui ont reconnu que c'était un moyen d'opposabilité. Moi, je suis quand même assez réservé. Déjà, les décisions qui ont été rendues, c'est par les tribunaux de commerce. Donc, c'est des décisions de première instance. On ne sait pas ce que ça donnera en appel. Et surtout, pour moi, pour assurer l'opposabilité des conditions générales, il faut démontrer qu'elles ont été communiquées. Alors, si vous avez un flux d'affaires régulier avec ce client-là, et que derrière, initialement, vous lui avez communiqué vos conditions générales et que derrière, vous faites un renvoi sur les propositions commerciales, parce qu'elles ont déjà été communiquées, pourquoi pas. Mais si c'est une première relation d'affaires, moi, je suis assez, dubitatif sur la pratique. Un achat en ligne, j'imagine. Si tu vas directement sur le site, là, tu peux... Par contre, si c'est un achat en ligne, nécessairement, les conditions générales vont être disponibles. Mais si on est dans du physique, entre guillemets, non, moi, je pense qu'il faut à minima les communiquer au début de la relation. Soit dans le contrat, soit dans la propage. Peu importe après la forme, mais voilà. La facture, faut qu'elle soit communiquée en amont, les conditions générales. En amont, d'accord. Ah oui, complètement. D'accord. D'autres questions? Ça veut dire qu'il y aurait eu un devis signé. Ouais. S'il a signé un devis sans savoir ses conditions, ouais. Ça peut être déjà... C'est dès le stade du devis, en fait. Dès le stade de la proposition commerciale. Parfait. On a abordé les statuts SARL, SA, SAS. Sur les parties SCI, on a les mêmes applications? Oui, les SCI, alors elles n'ont pas l'obligation de déposer leur compte. Par contre, elles ont l'obligation d'approuver leur compte. Et ça, typiquement, on a parfois des régularisations sur plusieurs années, parce que comme c'est pas trop obligatoire de déposer, il y a des petites libertés. Et parfois on a des clients qui arrivent et pareil, il faut qu'on rattrape 10 ans sans approbation. Ça arrive. Très bien. Julien? Oui, la limite en fait, quand on revient avant, là, entre les conditions générales de vente par exemple, moi je fais de la vente de biens. Quand je fais un devis à 3 000 €, oui, je donne les conditions générales de vente, mais quand je vends une terrine sur le marché, je fais pas il n'y a pas tout ça, quoi. Donc, non, alors c'est la limite. Ouais, effectivement, vous n'allez pas avoir. Si on devait suivre les règles, vous devriez avoir sur votre stand les conditions générales qui seraient affichées en fait. Voilà. C'est quand vous allez chez Carrefour, par exemple, je prends un exemple, voilà, mais vous avez les conditions générales qui sont disponibles quand vous allez dans le magasin en fait. Vous pouvez les consulter à l'accueil. Après. Non, je pense que pour les ventes qui sont réalisées en physique, que vous évoquez sur un marché par exemple, là, voilà, il faut savoir raison garder. Après, si vous avez des volumes qui sont plus importants, avec des enjeux financiers qui sont plus importants, là, il faut effectivement avoir un devis avec vos conditions générales. Je pense que dans ce cas-là, effectivement, c'est nécessaire. C'est quand on dépasse des centaines d'euros, quoi. Je sais pas, après, c'est à vous de... Effectivement, tout dépend de la valeur du produit, la quantité de produit, etc. Plus vous allez voir de produit, peut y avoir éventuellement des enjeux de conformité du produit, donc des réclamations de la part du client.
Voilà. Donc, c'est à vous de déplacer le curseur, enfin, en gros de définir le curseur ou de dire voilà, là j'ai un enjeu pour moi financier, donc il faut que j'ai une documentation. Il faut que je protège. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir. Donc, pour résumer, il faut pratiquer une veille, être informé, se faire accompagner sur différents sujets. Et à minima, moi je vous conseillerais quand même, tant pis, je prêche pas pour ma paroisse, d'aller lire les sites Infogreffe, servicepublic.fr. C'est pas la vérité absolue. Infogreffe est quand même très bien fait. Il y a des guides, ils vous expliquent comment faire, comment réaliser vos formalités. Si vous le faites tout seul, aujourd'hui on a quand même accès à beaucoup d'informations. Et après, si vous rencontrez une difficulté, faites appel à un professionnel sur un point spécifique à la rigueur. Mais ouais, informez-vous. Enfin, vraiment, vous ne faites pas avoir pour ce genre de choses. C'est trop dommage, surtout si vos business sont florissants et si tout va bien. Puis après, a priori aussi, dès qu'il y a une modification dans la société, on a une action à faire. Il faut faire des choses. C'est un bon résumé. Tout à l'heure, on a évoqué l'EIRL, Oui, justement. Et l'EIRL n'est pas soumis à ça, il n'y a Non. pas de RCS. exactement. Il Non, y a un ça, c'est- RCS. C'est la difficulté des auto-entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent j'ai un numéro de RCS, j'ai une personnalité morale. Non, pas forcément. Mais on a Non, quand moi même je me un- suis attachée aux sociétés qui ont une personnalité morale. Je ne traite jamais des EIRL. Mais on a quand même un RCS. Oui, tout à fait. C'est plus un sirène qu'un cabis. Oui, exactement. Par contre, il n'y a pas de cabis, je pense. Ah bah si, Si, vous avez un cabis Oui. Vous êtes, Pareil. bah, vous êtes immatriculé, ceci dit, oui, ils peuvent éditer un cabis. Ouais. Mais voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je vous propose de clôturer donc ce 31e Petit Déj Pro. On se retrouve le 12 mai pour le donc 32e Petit Déj Pro avec un adhérent Suez qui sera présent en qualité d'expert sur les nouvelles réglementations autour de la gestion des déchets. Merci beaucoup. Passez une belle journée. À très vite.